Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine, ou plutôt le thème qui a pris toute notre attention cette semaine, est la perte d'une grande personnalité égyptienne, Boutros Boutros-Ghali. Nous avons décidé, bien entendu, d'accorder une édition du programme cette semaine au grand Boutros Boutros-Ghali que nous avons perdu il y a quelques jours, ce grand francophone, ce grand francophile qui a donné de la vie aux Français en Égypte, qui a participé pleinement à ce que l'Égypte devienne un membre de la francophonie, le secrétaire général de l'ONU qui a beaucoup fait également. Un grand politicien, un grand sage. Nous allons donc parler de Boutros Boutros-Ghali aujourd'hui avec Dr Cherif Eldemerdesh, analyste politique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Alors, on tient tout d'abord à présenter toutes nos condoléances à la famille de Boutros Boutros-Ghali, bien entendu, que nous regrettons tous en tant qu'Égyptiens. Cet homme qui a beaucoup fait pour l'Égypte, qui a beaucoup fait pour les droits des minorités. Donc, on aimerait jeter la lumière aujourd'hui sur Boutros Boutros-Ghali en hommage à tout ce qu'il a fait pour l'Égypte et pour le monde aussi, en tant qu'ancien secrétaire général de l'ONU. Premièrement, mes condoléances pour la famille du défunt et pour le peuple égyptien en général. Boutros Ghali, il est né d'une famille bourgeoise copte en Égypte, l'année 1923 à peu près. Il était le petit-fils de Boutros Ghali, le premier ministre de l'Égypte, qui a été assassiné en 1910. Il était le neveu de Naguib Boutros Ghali, si je me rappelle. C'était le ministre des Affaires étrangères égyptiennes jusqu'à l'année 1924. Il a été licencié en droit de la faculté de droit au Caire, où il a obtenu sa licence en 1946. Il a fait un doctorat d'État dans le droit international à l'Université de Paris en 1949. Puis il était diplômé en relations internationales. Il a été professeur de droit international à l'Université du Caire entre les années 1950 et les années 1977. Il était le fondateur du Centre de l'Ahram stratégique pour les recherches politiques et stratégiques en 1975. Il a tenu beaucoup de postes jusqu'à toujours comme juriste, comme un homme, disons, on dit la politique internationale. Il a tenu des postes universitaires et de recherche jusqu'à l'année 1977. Là, il est devenu un homme d'État. Il a été nommé comme ministre d'État des Affaires étrangères égyptiennes avec le président Anwar el-Sadat. Et il était un, disons, des plus importants négociateurs du traité de la paix entre l'Égypte et l'Israël. Israël, entre les années 1977 et 1979, il a été ministre d'Affaires étrangères par intérim à deux occasions, entre 1977 et 1979. Après
le traité de la paix avec l'Égypte, il était nommé comme secrétaire général des Nations Unies en 1992. Il a tenu un mandat de 5 ans qui s'est terminé en décembre 1996. Puis il a tenu pour la première fois, on a créé il était le secrétaire général de la francophonie entre 1977 et 2002. Boutros Ghali, c'était un homme qui avait beaucoup de talent, c'est-à-dire, il était un juriste, c'est-à-dire un homme de droit international, il était un homme d'État, il était un politologue, c'est un homme de la politique. Il avait beaucoup de qualités, mais de mon point de vue, et j'ai aimé beaucoup cette ressemblance dans ses funérailles, il ressemblait au Nil. J'ai trouvé ça très, c'est-à-dire très vrai. Ça reflète de mon point de vue la qualité de Boutros Ghali. C'est-à-dire, il ressemble, il coule, c'est-à-dire sa fluidité, sa simplicité, son don non limité, avec, vous savez, les richesses qu'apporte l'eau. Alors, Boutros Ghali, de mon point de vue, il ressemblait au Nil. Bon, on va s'arrêter pendant quelques secondes pour voir un reportage concernant justement ou traçant le portrait de Boutros Ghali. Donc, un reportage. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, est mort à l'âge de 93 ans. Nous avons été informés que l'ancien secrétaire général, Boutros Ghali, est décédé, a déclaré l'ambassadeur du Venezuela, Rafael Ramirez, qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU durant le mois de février. Boutros Ghali avait été le premier Africain à accéder au poste de secrétaire général, une fonction que le diplomate égyptien avait occupée entre 1992 et 1996. Né le 14 novembre 1922 au Caire, Boutros Ghali était issu d'une grande famille de la minorité chrétienne copte d'Égypte. Son grand-père, assassiné en 1910, avait été Premier ministre. Après avoir fait la majeure partie de ses études à Paris, il était devenu professeur de droit à l'université du Caire et avait publié de nombreux ouvrages traitant des relations internationales. Boutros Ghali avait ensuite été nommé ministre d'État aux Affaires étrangères en octobre 1977. Durant ses 14 ans en poste, il a notamment joué un rôle clé dans la conclusion des accords de paix égypto-israéliens de Camp David de 1978, puis du traité de paix 1979. Spécialiste des rapports Nord-Sud, il avait été le principal artisan de la politique africaine de l'Égypte. Élu à l'ONU dans l'euphorie de la fin de la guerre froide et de l'après-guerre du Golfe, il a dû faire face à de sérieuses crises avec des conflits en ex-Yougoslavie, en Somalie, au Moyen-Orient et le génocide au Rwanda. Après la mort en Somalie de 18 soldats américains fin 1993 et les reculades des Nations Unies dans les dossiers de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, il avait été pris comme bouc émissaire, en particulier par les États-Unis, qui avaient mis un veto à sa réélection. Après son passage aux Nations Unies, ce brillant intellectuel francophone et francophile avait été le premier secrétaire général de la francophonie
de 1997 à 2002. Ha fallecido, por lo que queremos pedir a los miembros del Consejo un minuto de silencio en su memoria. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, effectivement, Boutros Boutros-Ghali a occupé beaucoup de postes importants sur le plan national et international. On voudrait parler de deux stations importantes dans la vie de Boutros Boutros-Ghali. La première en tant que secrétaire général de l'ONU et la deuxième en tant que secrétaire général de la francophonie en Égypte. Boutros Ghali, bien sûr, c'était le 6e secrétaire général des Nations Unies. Ce qui nous importe, nous comme Égyptiens, comme Arabes, comme Africains, c'est que cet homme-là, la raison pour laquelle les États-Unis, ils ont utilisé le veto pour empêcher exactement sa réélection, était sa position vis-à-vis de deux issues. Du massacre de Cana commis par les Israéliens, il a insisté à condamner ce massacre et les États-Unis ne voulaient pas ça, catégoriquement. Deuxièmement, sa position de la guerre de la Yougoslavie, il était contre les massacres, Quand on parle de... Je voudrais simplement mentionner une chose. Ces deux issues-là, Boutros Ghali, l'Égyptien copte, il a servi l'islam comme n'importe qui au monde, il a servi l'islam dans ce temps-là. C'est-à-dire, c'était un homme d'une qualité spéciale. Alors quand on parle de l'islam, c'est le comportement. Son comportement était islamique. Parce qu'il savait exactement où la justice est et il l'endorsait. Alors, exactement, il a préféré de perdre son poste comme secrétaire général de l'ONU pour endorser le droit et le droit des musulmans au Liban et à la Bosnie. Ça, c'est simplement, ça lui suffit, ça. Bien sûr, il avait une philosophie dans la diplomatie dont on appelle la philosophie de la diplomatie préventive. C'est-à-dire qu'il y a de quoi, de pour et de contre, mais ça, c'est la valeur de Boutros Ghali comme secrétaire général des Nations Unies. En titre de secrétaire général de la francophonie, bien sûr, il avait ses liens culturels avec la France. Il a donné, disons, une secousse à la francophonie en Égypte et il a contribué en Afrique en général à améliorer les relations avec la France, la mer. Et on parle aujourd'hui, en Égypte, on n'a jamais entendu de la francophonie depuis le départ de Napoléon Bonaparte, mais il a créé une base solide, surtout sur le volet des relations culturelles et artistiques avec la France. Outre culturel et artistique, il a aussi créé l'université Senghor. Bien sûr, Senghor et même l'université ici aujourd'hui francophone en Égypte. Pour la première fois, on a... Les filiales francophones de l'université du Caire. Exactement. Et l'université française. Alors, il y avait, si vous vous rappelez, le droit, il y avait un diplôme de l'État, c'est-à-dire conjoint entre l'université du Caire et le Sorbonne, en droit.
c'est-à-dire il y a un diplôme de droit international. Il y a beaucoup de programmes de coopération et d'échanges culturels et universitaires avec les universités en France et les universités égyptiennes telles que l'université du Caire, Ain Shams, et à part bien sûr les universités privées. Alors, il a contribué exactement à renforcer beaucoup de rapports très importants entre les pays qui parlent le français. Vers la fin de sa vie, l'un des postes les plus importants qu'il a occupé aussi, il a été secrétaire général au Conseil des droits de l'homme en Égypte. Oui, ça c'était à la fin. Il était un membre de l'Association internationale du droit international et des juristes. Il a tenu beaucoup de postes honoraires. Il a obtenu un doctorat honoraire de l'université à une université américaine en Amérique. Il a tenu beaucoup de postes comme professeur de droit international dans l'université de Paris. Même, il a travaillé directeur du centre de recherche de droit international à La Haye en Hollande. Il a tenu beaucoup de postes. Il a été honoré par beaucoup de pays sur un niveau très élevé. C'était un homme spécial. Un homme qui a lutté pendant toute sa vie pour l'humanité, pour tous les humains. Vous parliez tout à l'heure de l'islam. Je vous dirais que peut-être dans sa perspective, c'est l'homme. L'humanité. Donc, homme pour les droits de l'homme. Comment ça se fait qu'un homme comme lui n'a pas eu de prix Nobel? Comment ça se fait qu'on n'a pas renouvelé son mandat Qui est derrière la réponse est Donc claire. c'est à cause de ses positions. Bien sûr. Bien sûr. On accorde ces prix-là. Ces prix-là sont accordés pour des raisons politiques. Hein. Ce n'est pas simplement des raisons, surtout dans les domaines de la paix, de la littérature, peut-être dans les sciences appliquées, c'est-à-dire la médecine, la polytechnique, peut-être c'est un peu plus objectif. Mais quand il s'agit de lettres, de droits de l'homme, tout ça, c'est politique. Mais en Égypte, Boutros Ghali reste gravé dans les cœurs, surtout de la classe instruite des Égyptiens. Bien sûr. Et il n'a pas eu le crédit populaire dans toutes les classes égyptiennes qu'il devrait avoir. Comment vous expliquez cela? C'est pour cela que j'ai insisté à mentionner son rôle, parce que je voulais simplement adresser la classe qui ignore la qualité de Boutros Ghali. C'est pour cela que j'ai précisé sur ce point. C'est-à-dire, pour apprécier quelqu'un, il faut l'assimiler d'abord. C'est-à-dire, ça demande une culture, ça demande la connaissance, ça demande tous les traits de civilisation pour pouvoir évaluer une telle personnalité. Alors c'est normal qu'une telle personnalité de cette grandeur, elle est plus apaisée par la classe instruite. Et si c'est normal dans un pays où, disons, le niveau de culture, de l'éducation est limité quand même. C'est-à-dire, je trouve ça très normal. C'est pour cela que, et aussi c'est un défaut de notre média, hein, c'est-à-dire qu'il faut instruire le peuple. Ce n'est pas simplement d'accepter le status quo et montrer c'est-à-dire quand on parle de réalisme, de montrer la réalité. Non, le but de la culture, des médias, c'est pas de montrer la réalité, non, c'est d'instruire, c'est de montrer, disons, la valeur de l'esthétique dans la réalité. C'est-à-dire, on ne montre pas l'atrocité de la réalité, puis pour, disons, se proclamer que nous sommes réalistes, je ne sais pas. Non, c'est pas ça le vrai. Alors, j'accuse les médias égyptiens qui n'ont pas encadré un tel personnage raffiné sur tous les échelons que exactement
la grande majorité égyptienne ignore vraiment qui est Boutros Ghali. Bon, en parlant aujourd'hui de Boutros Ghali et en lui faisant nos adieux, quelles sont les leçons que devraient tirer les jeunes de la personnalité de Boutros Ghali et de ses actes? Première leçon, qu'il n'y a jamais une limite pour nos ambitions légitimes. C'est-à-dire, nos ambitions, quand ils sont légitimes, et la légitimité, ça parvient de quoi? Travailler, étudier, faire l'effort. Alors, quand nos efforts sont légitimes, ou bien sont sincères, il n'y a pas de plafond pour nos ambitions. Il a été le secrétaire général des Nations Unies. Premier africain. Ah, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est l'adhérence aux principes. C'est-à-dire, cet homme-là, il a sacrifié le renouvellement de son mandat dans une position, la plus grande position internationale, pour rester fidèle à ses principes humanitaires. Ça, c'est la deuxième leçon. Troisième leçon, c'est son amour pour l'Égypte. C'était un homme, ça suffit quand je dis qu'il ressemble au Nil. C'est-à-dire, il était un adorant de son pays. Alors, le patriotisme, ça n'a rien à faire avec votre couleur, votre religion. Ça a à faire seulement avec votre cœur, sincérité et votre travail. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie pour ces informations et je vous remercie également de nous avoir suivis. Nous faisons nos adieux aujourd'hui à Boutros Ghali, mais Boutros Ghali restera par ses actes gravés dans nos mémoires et dans nos cœurs. Je pense aussi que sans doute il est gravé dans la mémoire de l'humanité entière par ses actes et dans l'histoire que liront nos enfants sur tout ce qu'a pu présenter Boutros Ghali à l'humanité. Encore une fois, toutes nos condoléances à la famille de Boutros Ghali.